Bonjour tout le monde, rebonjour. Euh, J'imagine que vous étiez tous là hier. Je vous remercie d'être là. Évidemment, c'était un peu rocambolesque cette alarme de feu. Il n'est rien arrivé, c'était une fausse alarme. Maintenant, les pompiers sont venus. Et je me suis même dit, tiens, dans le dossier de la santé mentale, de la détresse psychologique, hier, c'était quand même de l'imprévu. Il a fallu qu'on le gère. Et pour nous tous, la question, c'est de dire est-ce qu'on est capable de reprendre? Est-ce qu'on est capable de reprendre rapidement? Très heureux de pouvoir compter sur tout le monde aujourd'hui. Je remercie nos panélistes qui ont dû changer leur horaire pour être là. Je vous remercie, vous, qui avez décidé de nous suivre. Et Karine, qui est avec nous, à qui je vais céder la parole. Karine, vas-y. Fait très plaisir d'avoir cette collaboration nouvelle, en fait, nouvelle renouvelée sur la grande cause de la santé mentale. Bien, merci beaucoup, Michel. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci à la Chambre là, pour son agilité à réorganiser l'événement. Merci aussi aux panélistes de leur disponibilité. C'est tellement important que les gens d'affaires parlent de santé mentale. Alors, en fait, le report de l'événement me permet de vous partager une excellente nouvelle. Hier, lors de la journée Belle cause pour la cause, on a fracassé un record de participation. Alors, Belle fait un don supplémentaire de 8 millions de dollars pour des futurs projets en santé mentale, ce qui porte maintenant notre engagement à près de 130 millions de dollars. Alors, merci beaucoup de votre participation à la conversation et puis, je vous souhaite une bonne conférence. Alors, merci beaucoup, Michel. Je te repasse la parole. Et merci, Karine. Et alors là, c'était comme de la reprise parce que hier, j'avais parlé, Karine avait parlé. Mais là, on arrive dans la vraie nouveauté et on a avec nous 3 personnes, donc Daniel Henkel, Martin Hainaut et Geneviève Provost. Je me suis dit, je vais juste les situer un peu, même s'ils sont tous connus. D'abord, Daniel, merci d'être avec nous. Daniel, elle est présidente de Henkel Media et fondatrice des entreprises Daniel Henkel. Mais moi, c'est Daniel Henkel lui-même qu'on a entendu à plusieurs reprises s'exprimer en parlant toujours de la place de l'humain, la nécessité de faire attention à nous, nous individuellement, mais nous les autres, quand on entreprend soit des choses professionnelles ou dans nos vies en général. Et donc, merci Daniel, je pense que ton message est toujours bien entendu. On a avec nous aussi Geneviève Provost, qui est associée directrice pour la province du Québec et la région de la capitale-nationale de Deloitte. Et Geneviève, entre autres, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va nous parler de données, d'analyse, elle va situer les enjeux et je pense que c'est toujours important quand on a nos échanges sur les grands enjeux, les grandes causes, de bien comprendre l'état de situation. Et on a Martin Hainaut, qui est un entrepreneur en résidence, en chef au Santec et qui est président du CA de Relief. Et Martin, qui est un entrepreneur qui a beaucoup d'expérience, est très impliqué sur la cause de la santé mentale depuis 12 ans. Et moi, je trouve ça très, très bien d'avoir des entrepreneurs qui ont des choses à dire sur le sujet. Karine le disait, il faut à titre de leader, à titre d'entrepreneur, qu'on en parle. Ça donne de l'espace aux employés et à tout le monde pour pouvoir en parler aussi. Je vais commencer par une première question pour nos échanges, puis je vais l'adresser tout de suite à Geneviève. Deloitte, vous avez mené différentes études, puis vous travaillez avec beaucoup de clients. Si je te disais la grande question générale, comment se porte la santé mentale des travailleurs après 2 ans de pandémie? Je pense que je vais commencer par un message positif, puis après peut-être un petit constat en disant que tout ce qui s'est passé, ça a vraiment provoqué une prise de conscience additionnelle. Je pense qu'on a amené ça à un autre niveau. De se préoccuper de la santé mentale au même titre que la santé physique. Puis je pense que le bien-être maintenant est dans le haut de l'agenda de tout le monde, notamment au sein du milieu corporatif. On a fait plusieurs études, tu as raison. On a fait une étude même pré-pandémie en 2019 où on démontrait vraiment la valeur de l'investissement. Donc, pour chaque dollar investi, combien on était capable d'aller chercher de retour sur investissement parce que on se rendait compte que quand on parlait au monde des affaires, il fallait aussi parler en chiffres. Donc, on a à ce moment-là été capable de démontrer qu'il y avait des retours sur investissement positifs. Mais quand la pandémie a frappé,
On s'est arrêté sur d'autres événements où on avait regardé des crises humanitaires qui ont eu lieu, puis on sait qu'à à chaque fois, il y avait un impact important dans les années après. Donc, on voulait dire qu'en ce moment, on voit juste une partie de la problématique qui pourrait subsister. Puis par la suite, ben, on s'est penché vraiment sur les gestionnaires. Puis on a réalisé qu'il fallait s'attaquer à la question des gestionnaires parce que les gestionnaires étaient là pour répondre et n'étaient pas nécessairement éduqués et équipés. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de détresse. On avait 82 là, des participants qui ont dit avoir du surmenage à ce moment-là, puis plus de 50 qui avaient l'intention de quitter leur emploi. Alors, c'était important pour nous de publiciser ces données-là et aussi de proposer des champs d'action pour pouvoir améliorer la situation et s'assurer qu'on n'ait pas une crise importante après la pandémie. Daniel et Martin, voulez-vous rajouter quelque chose sur votre observation de la situation présentement de l'état des lieux? Daniel, mets ton micro. Voilà. Pardon. Ce que j'allais dire, Martin, rejoins-moi, c'est plus un secret aujourd'hui, l'état des lieux de la décomposition émotionnelle, je vais l'appeler comme ça, humaine, mentale, autant la tête, comme on dit souvent, lonely at the top, mais aussi au niveau des employés, peu importe leur tâche, parce que ça se répercute de toutes les façons. Quand un employé est absent pour une problématique quelconque émotive, dépression, anxiété, fatigue, eh bien, ça se répercute le travail. La masse de travail se répercute sur les autres. Il y a aussi l'isolement qu'on connaît. Au début, c'était le fun parce que bon, on se retrouve à la maison, mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre de travailler à partir de la maison. Donc là aussi, on vient de rajouter une pression supplémentaire. Et non, c'est pas évident. L'humain est une bibite ou un animal social, donc d'être éloigné de sa famille, de ses amis, de ses sports, ça aussi, ça vient jouer. Donc, l'état des lieux aujourd'hui est quand même assez important. Quand on dit important, c'est-à-dire qu'il est grave et on ne peut pas le minimiser. Et donc, je crois que de faire ce qu'on fait aujourd'hui, de faire ce que fait justement Belle avec Belle pour la cause est tellement important parce qu'il faut en parler. Mais il ne faut pas en parler pendant une journée. Il faut en parler, il faut trouver des solutions. Et je crois qu'il faut trouver des solutions à tous les niveaux, pour toute taille d'entreprise, parce qu'une entreprise, c'est une société dans la société. Martin, veux-tu rajouter quelque chose? Puis j'ai une petite question, peut-être Martin. Est-ce qu'on a l'impression qu'on détecte bien l'effondrement personnel qui touche certains individus? Moi, j'ai une crainte, c'est que présentement, là, avec le confinement, les travailleurs qui restent à la maison, qu'on peut voir par Zoom pendant quelques heures, qu'on ne détecte pas à quel point chez certains individus, il y a un véritable effondrement. Même si c'est en personne, on ne le détecte pas. À distance, c'est encore plus dur. Puis la réalité, c'est que personne a au secondaire, au primaire, au cégep, à l'université, un cours sur la santé mentale, puis comment détecter même sa propre anxiété, sa propre dépression. C'est que même ça part même des gens qui ne peuvent même pas le dire, qui vivent ça. C'est que pour le détecter, il faut qu'au moins que la personne soit capable de le réaliser d'une certaine façon. Puis c'est là, comme société, je pense qu'on a un gros mur parce qu'on parle beaucoup du maintenant avec la COVID. Mais il y a un autre mur qui s'en vient avec la COVID qui est le retour au bureau parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas willing à revenir au bureau puis que ça les stresse, qui ont vécu un environnement qui leur va mieux puis là, qui vont devoir retourner dans un environnement qui ne va pas. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vivent de l'anxiété sociale puis qui s'étaient habitués avec les années, mais là, qui n'ont pas le goût de se réhabituer. Puis avec les pénuries de main-d'œuvre qui augmentent, mais surtout le coût de la santé mentale qui augmente dramatiquement chaque année au Canada. Tu sais, on parle d'environ 50 milliards par année, mais justement, Geneviève, dans l'étude de Deloitte, c'est à plus de 2 trillions en 2041. Donc, c'est ce qui est plus que l'économie canadienne actuelle. Ce qui fait en sorte que c'est pas juste une question, je pense, de détecter quand quelque chose ne va pas bien, c'est d'être en amont, puis de s'équiper soi-même, puis équiper ses gestionnaires, ses employés d'outils concrets qu'ils peuvent utiliser pour aller mieux et aider les gens autour d'eux d'aller mieux aussi. C'est intéressant.
je me passais à la réflexion, puis en t'entendant, je trouvais que c'était très, très pertinent de réaliser que c'est comme si la pandémie a exacerbé des enjeux chez tous les êtres très sociaux dans la société et peut-être a aidé ou en tout cas a été plus facile pour ceux qui sont très heureux d'être un peu plus isolés, un peu plus dans leur environnement contrôlé, mais qu'avec le retour, on va peut-être donner une soupape à tous ceux qui n'en peuvent plus d'être confinés dans leur appart un peu trop petit. Puis en même temps, par ailleurs, on va peut-être créer une situation de stress additionnel chez ceux pour qui ça, c'était pas si pire. Et ça va être... Alors, on va peut-être avoir une partie de solution pour certains, puis en même temps, créer une autre zone de stress chez d'autres personnes qui s'accommodent mieux de la situation actuelle. Daniel, puis je vous invite à tous à en parler. On a l'impression que dans les entreprises, puis moi je peux le dire pour la Chambre, avec le temps, on s'est quand même équipé de ressources, parfois de lignes d'appel pour aider le personnel. Et on a l'impression, puis je pense qu'il y a des études qui le démontrent, que c'est sous-utilisé. Qu'est-ce qui explique que c'est sous-utilisé, d'après toi? Ben, si je peux me permettre, je crois que d'abord et avant tout, c'est comme l'a dit Martin tout à l'heure, Geneviève aussi, c'est pas tout le monde qui sait détecter à quel moment ils sont déjà, que ce soit en crise d'angoisse ou quasiment en dépression. Des fois, on met ça sur le fait qu'on a beaucoup de travail ou ben, il faut rentrer à la maison ou il faut être à la maison. Donc, on essaie de trouver des excuses autour de nous. Donc, nous-mêmes, d'abord, il faut prendre conscience que lorsque je travaille pour une entreprise, est-ce que cette entreprise-là détient des programmes ou a des programmes qui peuvent me venir en aide? Ça, c'est un. Deuxièmement, comment l'entreprise communique? Parce que si l'entreprise communique de façon à envoyer une note à tous les employés en disant « nous avons créé tel truc », ça reste, qu'on le veuille ou non, une information impersonnelle. Elle n'est pas humaine. Il n'y a pas de vulnérabilité. Ce n'est pas un humain qui parle à un autre. Ce n'est pas de dire, tu sais, sache que on est conscient des enjeux. On le vit nous-mêmes. Je le vis moi en tant que ton supérieur ou ton superviseur ou ta superviseure, peu importe. Donc aujourd'hui, j'ai moi-même fait appel à « as-tu vu? C'est confidentiel, c'est sécuritaire. Demande. » Puis même si ce n'est pas pour toi, mais va voir. Parce que des fois, d'aller dans ces programmes-là, de participer à ces programmes-là, et je dis bravo à toutes les entreprises qui ont mis sur pied ce genre de programme parce que c'est pas simple, c'est complexe, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais ces programmes sont là pour justement venir en aide aux humains qui font que cette entreprise-là continue de pérenner, continue d'être productive. Mais de grâce, je pense qu'il va falloir démystifier. Honnêtement, Michel, tout passe par comment je suis perçue. Est-ce que c'est juste moi? Est-ce que c'est une tare? Est-ce que c'est une tâche? Eh bien non. Ce sont des émotions qu'on vit et il faut les vivre ensemble. Il faut en parler. Il faut amener les choses à sa plus simple expression. C'est qu'on vient de vivre une pandémie complètement incompréhensible, inconnue jusqu'à aujourd'hui et demain inclus. Et l'humain n'est pas habitué à ce genre de déstabilisation. Donc, je crois qu'il faut rentrer dans les programmes, aller voir ce qui se passe, en parler et avoir une approche. Je pense que ce qu'il faut, c'est surtout donner aux gestionnaires une compétence aujourd'hui émotionnelle et non pas une compétence technique, émotionnelle, leadership humain. Ça presse parce que même eux en ont besoin. Merci. Je dirais Vas-y, Michel, c'est comme si tu vas voir un médecin et il dit « Michel, tu as le cancer, va en chimio. » Puis tu arrives en chimio et ils te disent « OK, peux-tu nous dire quoi faire? » La réalité de quelqu'un qui vit avec un enjeu de santé mentale, qui appelle une ligne d'écoute, souvent c'est ça. Ils sont même pas capables d'expliquer qu'est-ce qu'ils vivent. Personne ne leur a expliqué qu'est-ce qu'ils vivent. Ils se sont juste fait dire « appelle à cette ligne-là ». Puis pourquoi tu appellerais quelque chose que tu ne comprends pas puis qu'ils vont te poser des questions que tu n'auras pas les réponses pour? Puis c'est aussi ça qui est démontré dans les recherches, que le monde, quand ils n'utilisent pas les lignes d'écoute, c'est qu'ils ne savent même pas quoi dire à ces lignes-là et qu'est-ce que ces lignes-là peuvent aider parce qu'ils n'arrivent même pas à mettre les bons mots sur des émotions. Martin, puis j'aimais ça, Daniel, ce que tu soulevais comme enjeu qui est en fait
amener les gestionnaires à être très bien équipés au niveau émotionnel. Mais j'ai envie de dire, évidemment, c'est comme si on disait que tous les gestionnaires doivent être compétents dans ce domaine-là, ce qui n'arrivera pas. J'ai une question, Martin. Comment vois-tu ça? Est-ce que dans les organisations, on devrait identifier une ou deux personnes qui sont vraiment peut-être reconnues comme étant aptes à accompagner des employés, à les aider? Autrement dit, est-ce qu'on veut que ce soit tous les gestionnaires avec les insuffisances de certains? Est-ce qu'on devrait dire il y a des individus, on les identifie, c'est une grande force qu'ils ont, l'interpersonnel, l'intelligence émotionnelle, et on valorise ça, ce rôle-là, chez des individus à qui on confierait un peu plus de responsabilité de voir ce qui se passe puis aider les autres? Mais je le vois en deux morceaux personnellement. Je pense que c'est important d'avoir ces individus-là formés et capables d'intervenir un minimum dans l'entreprise, qui ont eu des formations et une capacité d'empathie plus grande. Mais de l'autre côté, c'est important que tous les gestionnaires attachent un ROI relié à la productivité et la rentabilité au bien-être de leurs employés, mental et physique. Puis c'est là que je pense que tout gestionnaire se doit d'acquérir ce genre de compétences-là pour comprendre comment rendre son équipe, son entreprise plus rentable en faisant en sorte qu'on suit et l'argent et le bien-être parce que les deux viennent ensemble. Mais pour quelqu'un qui vit un moment difficile, c'est clair que d'avoir des gens identifiés et formés qui sont mieux pour le faire dans l'équipe de gestion, c'est aussi important, mais je pense que ça prend les deux. Geneviève, vous offrez dans le fond des services, vous avez des clients. Comment tu réponds à ces clients qui vous posent la question, là, qu'est-ce que je devrais faire en priorité, puis comment je devrais m'organiser? Bien, je pense que je commence par regarder ce qu'on a fait à l'interne, puis dans le fond, ça me donne l'inspiration aussi pour avoir cette conversation-là avec les clients. Quand on a fait notre étude en 2019, là, puis qu'on a démontré que le retour médian pour les entreprises qui avaient un programme solide de support en santé mentale, c'était de 1,62 $. Mais on voyait que pour chaque dollar investi, puis là, on voyait qu'après 3 ans, ça montait à 2,18 $. Donc, c'est important de le mettre en place, mais après ça, d'avoir des initiatives, ça rejoint la question d'avant, qui vont faire en sorte que les gens vont l'utiliser. Donc, la conversation que j'ai avec les clients, c'est vraiment autour de qu'est-ce qu'on a vu qui fonctionnait. Donc, ce qu'on a vu qui fonctionnait, on a vu que la formation des leaders est importante. Fait que ça aussi, ça touche ta question. Puis, c'est important d'avoir des spécialistes, mais je suis tellement d'accord avec Martin que les gens, là, ils vont se confier à la personne avec qui ils se sentent bien, pas nécessairement la personne qui est équipée. Hein, fait que ça, c'est vraiment important. Nous, on a développé une boîte à outils pour chacun de nos leaders. Ce n'est pas parfait, mais au moins, on liste des signes, puis après, on est capable de référer les gens. Mais on va plus loin que ça parce qu'on veut se mesurer aussi. Donc, par exemple, on augmente notre couverture individuelle pour les gens en santé mentale de 300 $ à 4 000 $ par année. Puis on augmente le nombre de spécialistes. Ça, comme Daniel disait, si on envoie un courriel, on fait une campagne de communication, bien, c'est sur papier. Maintenant, il faut aller plus loin que ça. Il faut avoir des leaders qui sont prêts à lever la main, à faire un webinaire, à aller sur nos réseaux sociaux à l'interne puis dire « je l'ai utilisé ». Comment ça fonctionne? C'est privé. Voici comment j'allais à ce moment-là. Voici comment je vais maintenant. Tendre la main. Puis, c'est ce qu'on fait, puis c'est ce qu'on favorise aussi comme discussion avec notre clientèle, d'avoir des facteurs concrets comme ceux-là. Puis, on l'a vu chez nous, le retour, puis on se mesure là-dessus. On a augmenté le programme. Avant la pandémie, on a vu tout de suite un pick-up de 56 % en termes de nombre de réclamations en santé mentale. Puis là, bien, avec la pandémie, ça a explosé. Fait que c'est dur de dire est-ce que c'est parce que ça a été augmenté ou est-ce parce que le problème est aggravé. Mais là, ça a explosé 226 % de plus. Donc, on voit qu'il y a cette utilisation-là, puis ça nous encourage à en parler aussi avec nos clients en disant bien, ça a fonctionné, puis voici ce qu'on a fait pour que ça fonctionne. C'est intéressant. Je t'écoutais puis je me disais, c'est tellement important de mettre en évidence les retombées positives de l'approche parce que ton signal, c'est que dans un premier temps, ça pourrait générer des coûts additionnels parce que si tu as évidemment un programme qui fait en sorte que, comme tu dis, ton pick-up de 56 %, ben, c'est des gens qui ont des besoins, mais ça se traduit par une forme d'absence peut-être, des coûts additionnels. Alors, ton impact positif, il faut que tu le documentes pour rassurer tout le monde que c'est la bonne chose à faire. Daniel, tu en parles souvent, fait que je vais ramener ça à moi, mais
tu vas voir venir la question. Moi, pendant la pandémie, dans toutes mes communications avec tout le personnel, je pense que j'ai toujours commencé en parlant de moi au début et dans bien des cas en exprimant à quel point j'étais fatigué. Mon expression que tous les employés ont commencé à comprendre, c'était « qu'est-ce que j'ai mon troc ». L'idée, là, c'était d'évoquer que moi, là, Michel Leblanc, il y a des moments là, où même si j'adore ce que je fais et même si j'adore le rôle qu'on joue dans la communauté, il y a des moments où j'ai mon troc. Et je pense, en tout cas, j'ai eu des échos des employés qui disaient juste cette fameuse phrase-là leur ouvrait la possibilité eux-mêmes de l'évoquer, puis éventuellement de sentir qu'ils ne sont pas les seuls là-dedans. Je vais t'amener, Daniel, sur l'exemplarité des leaders et l'évocation par les leaders de leur propre faiblesse. C'est toujours un terrain glissant. Là. On ne veut pas montrer qu'on est en train de perdre le contrôle ou qu'on a des doutes ou qu'on est fragile. Mais en même temps, ça peut avoir un impact très positif sur l'état d'esprit collectif. Je pense que merci Michel, parce que c'est vrai, c'est quelque chose que je ramène très souvent sur la table, c'est la vulnérabilité. Donc, on pensait que vulnérabilité voulait dire faiblesse, mais en réalité, le vrai sens de la vulnérabilité, c'est de démontrer ou de montrer réellement l'authenticité, ce qu'on est vraiment. En tant qu'être humain, d'abord et avant tout, nous avons nos moments. On a nos hauts et on a nos bas, on a nos joies, on a nos doutes, on a nos faiblesses. Et ça ne veut pas dire qu'on est incompétent. Ça veut dire que nos compétences, elles sont acquises et elles continuent, elles, d'évoluer de multiples façons. Mais au niveau de l'être humain, des fois, c'est mon enfant qui ne va pas bien, ma petite fille qui ne va peut-être pas bien et qui me préoccupe. Donc, ma réaction, ma réactivité ne sera pas la même, ma présence ne sera pas la même. Mais si je ne me permets pas d'ouvrir en disant, aujourd'hui, j'ai une petite préoccupation, ça arrive à tout le monde, on a des adolescents où on met la table et on passe à autre chose. Là, ça veut dire que je n'ouvre pas toujours sur la business, la productivité, c'est comme si, puis je fais c'est fini ce temps-là. Il ne fonctionne plus et il ne fonctionnera encore moins dans quelques temps et rapproché. C'est terminé. Oui, il y a le respect de la hiérarchie. Il y a le respect de la position de quelqu'un. Par contre, ça reste un être humain comme toi et si il ou elle ose aborder les choses de façon plus humaine, je crois que ça ne peut que rassurer. Puis j'aimerais juste rappeler que nos voisins du Sud ont déjà mis en place certaines structures même, ils ont même nommé les choses, vous savez comment ils sont dans le domaine du marketing, et ils ont appelé ça « a Chief Happiness Officer ». Donc, pour eux, déjà, dans les entreprises particulièrement numériques et les startups, parce que, vous savez, on est tout le temps devant les ordis, on code, on se parle peu, on est en beaucoup de stress, beaucoup de pression, ils ont mis des personnes qui sont formées, mais qui ont ce titre-là, c'est le bien-être, la santé et le plaisir, Happiness Officer. Il faut le faire. Donc, on est rendu là, Michel. Je crois que d'être vulnérable, ce n'est pas de mettre ses tripes sur la table, c'est d'être tout simplement authentique. J'ai moi aussi mes moments et j'aimerais que vous compreniez et je vous comprends. Merci, Daniel. Et merci aussi d'avoir évoqué les voisins du Sud. Geneviève, dans les analyses que vous faites, est-ce que vous avez comparé les pays, les sociétés? Nous, les Québécois, là, est-ce qu'on est plus, moins capable d'admettre? Est-ce qu'on a un stigma plus fort, moins fort vis-à-vis des enjeux de santé mentale? Qu'est-ce que tu poserais comme constat là, si on se compare avec d'autres sociétés? Bien, en fait, la seule donnée vérifiée que je pourrais donner sur ça, c'est notre donnée interne. Quand on va chercher de l'information auprès de nos employés et voir qu'est-ce qui distingue les employés du Québec. On a quand même 14 000 employés dans la firme. Qu'est-ce qui distingue les employés du Québec des autres employés? Puis, une des choses qui est ressortie, c'est la corrélation, elle est ressortie à travers le pays, entre le bien-être de l'employé et la proximité avec les leaders. Donc, vraiment, on parlait tantôt d'interaction et on a été capable de démontrer que pour les employés qui répondaient là, à nos sondages qu'on fait de façon quotidienne, ce lien-là, il était plus fort
au Québec. Et ça résultait en un niveau de bien-être plus important parce que les employés faisaient une corrélation dans ce cadre-là. Est-ce que ça veut dire que les leaders s'ouvrent plus? On pourrait peut-être en tirer cette conclusion-là, en ce sens qu'on a vu de la vulnérabilité auprès des leaders, mais c'est pas, ce qu'on a vu aussi, c'est que ce n'était pas naturel pour chacun. Puis quand c'est forcé, hein, les gens le sentent. Donc, on a vu que la stigmatisation, dont on a parlé depuis plusieurs années, demeure un enjeu, mais un autre enjeu, avec les leaders d'équipe, les dirigeants, il y a aussi beaucoup d'auto-stigmatisation qui fait en sorte que ça empêche les gens de s'ouvrir, même par rapport à eux-mêmes. Alors, c'est un long processus au niveau d'avoir cette réflexion-là. Malheureusement, je n'ai pas d'autres données à donner, peut-être par rapport à d'autres pays, mais je pense que c'est très intéressant. Puis, à mesure qu'on continue nos études, on va assurément s'aligner de ce côté-là pour aller voir qu'est-ce qu'on fait de bien, de différent, mais aussi qu'est-ce qu'on peut apprendre de d'autres populations à travers le monde, parce qu'on a accès à tout notre réseau mondial de firmes de Deloitte. Depuis tout à l'heure, puis j'aime beaucoup ça, on parle beaucoup de notre responsabilité, la responsabilité dans les entreprises, la responsabilité d'entreprise, la responsabilité des leaders et des gestionnaires. On peut parler aussi un peu du rôle des gouvernements. On a vu des annonces récemment, puis je pense que dans les gouvernements, là, on est conscient que il y a la réalité de ceux qui ont perdu leurs emplois, il y a la réalité de ceux qui ont conservé leur emploi, mais qui sont un peu isolés. Il y a eu des enjeux d'individus qui sont rentrés dans des nouvelles boîtes, qui n'ont jamais rencontré leurs collègues. Et à travers tout ça, ben là, ça, c'est la pandémie, mais il y avait la réalité quand même d'une société qui est une société qui valorise la performance. Je vous pose la question, je vais commencer par toi, Martin. Est-ce que le gouvernement ou les gouvernements, si on pense que le fédéral a un rôle à jouer également, est-ce qu'ils font les bonnes choses? Est-ce qu'ils en font assez? Quelle est l'évaluation que tu poses des gestes, des engagements des gouvernements? Question piège, ça, mais bien honnêtement, oui, il y a une volonté très forte, puis ça, je l'applaudis. C'est la première fois qu'un ministre du gouvernement au Québec admet que la santé mentale est sous-financée. On s'entend que la santé mentale au Québec, ça représente 6% du budget de la santé. L'OMS dit que selon ce standard-là, on est un pays en voie de développement. Normalement, on devrait être entre 12 et 15%. C'est sûr que même qu'on annonce des 200-300 millions de plus, c'est des gouttes d'eau dans l'océan par rapport aux réels besoins qu'il y a. Et malheureusement, on essaie souvent d'associer la santé mentale à la santé physique. Il faut régler qu'il y a un problème de santé physique dans un hôpital, c'est qu'il faut régler un problème de santé mentale dans un hôpital. Il y a très peu qui est fait hors des centres de soins pour la population en général, parce que presque la totalité des gens qui vivent avec des enjeux de santé mentale n'ont pas à aller dans un hôpital, mais ils n'ont nulle part d'autre où aller. Puis le fait que malheureusement, on met la santé mentale dans le bucket santé, ça fait en sorte que toutes les décisions reviennent à être prises dans un mindset qui est juste pas le bon. C'est comme si dans une entreprise, on met les ressources humaines sous le département de marketing. Comme à un moment donné, c'est sûr que ça va briser, là, mais c'est un peu ça qui arrive en ce moment. Puis de ne pas avoir de ministre de la santé mentale, heureusement, on en a au fédéral maintenant, mais comme les guéguerres politiques font en sorte que le fédéral n'a pas vraiment le droit de toucher à la santé dans les provinces. Ça fait en sorte que les décisions ne sont pas partagées. Puis réellement, un ministre de la Santé mentale devrait être aussi associé à Fitzgibbon au niveau du développement économique, devrait être associé au ministre de l'Emploi, il devrait être associé à d'autres mondes. C'est pas vrai que la santé mentale, ça se vit dans les hôpitaux, ça se vit des entreprises, ça se vit dans les familles, ça se vit à l'école. Puis de voir ça de façon séparée sous la santé, en sorte qu'on ne regarde pas le bon problème, c'est que naturellement, on ne met pas la bonne solution. Daniel, Geneviève, avez-vous une opinion sur l'approche gouvernementale? Mais je pense que, enfin, si je peux me permettre, Geneviève, 30 secondes, juste dire que le plus important, c'est qu'il y ait une réaction. Maintenant, cette réaction, est-ce qu'elle est adéquate? Est-ce qu'elle est proportionnelle aux besoins? Peut-être pas. Est-ce qu'il pourrait y avoir peut-être une écoute plus ciblée vers des experts dans le domaine de terrain? Parce que je ne pense pas qu'il y ait, comme vient de le dire Martin, une approche, mais je pense que ça part de très loin, donc à partir de l'école, dans les familles, qu'on soit capable de détecter ou d'outiller les personnes directement concernées, comme les parents, c'est pour
pour voir les choses venir, puis savoir aussi où s'adresser et avec quels outils on peut le faire. Donc, ça ne veut pas dire que le gouvernement doit payer tout. Ça veut dire que le gouvernement doit beaucoup plus investir dans la prévention que dans ce que j'appelle curer le problème. Il faut aller à la cause, il faut aller aux différentes causes pour différents besoins. Je pense que... d'accord avec Vas-y. ce qui a été dit. Ah, je suis désolée. Je suis d'accord Non, avec ce qui a vas-y. été dit. Les deux peut-être petites choses que j'ajouterais, c'est vraiment je pense qu'un coup qu'on a investi en prévention, il faut s'assurer de donner accès aux soins à ceux qui lèvent la main. Parce qu'on met tellement de campagnes en place, on fait tellement d'actions comme société pour convaincre les gens d'identifier qu'ils ont besoin d'aide. Si au moment où ils lèvent la main puis ils se décident à demander de l'aide puis que cette aide-là n'est pas disponible avant 4 à 6 mois, bien, c'est dramatique parce qu'on a investi de l'argent puis on n'est pas capable de livrer ensuite quand on a eu du succès sur ce qu'on visait à accomplir. Puis pour ça, bien, je pense qu'on n'aura pas le choix de passer par les organismes communautaires qui en font énormément puis qu'on doit absolument, absolument pas sous-évaluer. Il y a un impact important là et je pense qu'il faut se concentrer aussi sur les investissements pour les supporter. J'ai aussi une idée. Vous venez de parler des organismes communautaires, je m'excuse Michel, mais vous voyez, il y a tellement une chaîne qui est disponible ici pour faire les choses. Peut-être que le gouvernement devrait reconsidérer la façon dont il distribue cette richesse, je vais l'appeler comme ça, ou ces actions qui sont disponibles. Et dans les entreprises, il y a des entreprises qui sont capables, elles reçoivent ces personnes-là, ces humains-là qui travaillent chez eux dépendamment des jobs, ce n'est pas important l'employé, mais elles peuvent avoir elles aussi ce mandat-là et ces outils-là pour les mettre à contribution adéquatement. Donc, il doit y avoir bien sûr des responsabilités de résultats attachés à ces montants qui seraient dédiés seulement aux employés ou aux dirigeants, peu importe, qui en ont besoin. Mais là, on a déjà tout un pôle de disponibles pour aider. Donc, il y a une multitude de façons de le faire, peut-être mieux que c'est fait aujourd'hui. Geneviève, Martin, peut-être une dernière question. J'ai toujours une préoccupation quand on parle de ces enjeux-là vers la petite entreprise. Parce qu'on le sait, normalement, les grandes entreprises, à un moment donné, ils ont des ressources. Quand le constat est fait, bien, ils sont capables de s'équiper. Et la réalité, c'est qu'il y a un paquet de petites entreprises, des entrepreneurs. Et quand on connaît, c'est quoi la réalité d'un entrepreneur? Il y a 2000 choses à régler en même temps, tout le temps. Et de se faire dire, tu devrais être aussi compétent à l'écoute, toute l'intelligence émotionnelle dont on parlait. Encore là, dans un monde idéal, ben oui, tout le monde le serait, mais dans la réalité, c'est peut-être pas ça que l'entrepreneur avait comme force. C'est peut-être un visionnaire, c'est peut-être un innovateur, c'est peut-être un paquet d'affaires, mais pas nécessairement le meilleur gestionnaire humain d'être capable de détecter, d'accompagner. Fait que je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait de bien ou qu'est-ce qu'on devrait faire mieux pour aider les petites entreprises dans ces enjeux-là? C'est certainement un sujet qui me passionne beaucoup et qui m'intéresse beaucoup, mais à Relief, on a lancé Relief Affaires cette année, qui est un programme destiné aux entreprises qui est backé par la science. On a une chaire de recherche à l'Université Laval en partenariat avec Beneva qui est justement pour avoir des données probantes sur les santé mentale au travail là-dedans. Puis la question revient souvent de qu'est-ce qu'on fait pour les petites ou très petites entreprises. Parce que réellement, ce monde-là, c'est pas juste une question de temps. Ils n'ont pas l'argent, mais ils n'ont même pas l'intérêt non plus de s'équiper souvent de ces compétences-là. Puis quand ils ont l'intérêt, ça a besoin d'être now, parce que sinon, ils n'y arrivent pas. On se commet à amener des solutions, comme on le fait gratuitement pour les 15-16 000 personnes qu'on aide par année au Québec, d'amener à ces gens-là des solutions très peu chères pour être capable d'avoir, c'est peut-être de pooler 15 entreprises ensemble pour que 15 entrepreneurs aient la même formation ensemble à beaucoup moins de coûts, de trouver des subventions d'Emploi Québec, Service Québec et tout pour amener justement une capacité de les aider. Mais la réalité, c'est qu'il y a très, très peu de formation du genre, comme on l'a monté, qui comprend même la réalité d'un entrepreneur. Parce que tu ne parles pas d'entrepreneur de la même façon que tu parles même un directeur d'une entreprise. Un entrepreneur, souvent, je vis avec la bipolarité, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent avec la bipolarité, de 20 à 30% dans certaines régions dans le monde. Qui ont été détectés. Et la réalité, c'est que
ça veut dire qu'on communique différemment. Ça veut dire que nos priorités sont différentes. Ça veut dire que si tu ne me parles pas de cash flow, je ne serais pas intéressé. C'est un intervenant en santé mentale qui veut juste te parler de bien-être puis d'investir pour tes employés. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Comme, OK, un autre 2000 là, un autre 1000 là, où c'est que je coupe? Tu n'es pas en train de penser à quoi faire réellement. Tu es en train de penser à quoi couper pour pouvoir te payer ça. Mais cette approche-là qui parle au milieu des affaires et qui parle aux entrepreneurs et surtout aux très petites entreprises, parce que ce n'est pas rentable pour les grandes entreprises d'y s'y intéresser, il y a très peu d'investissement et très peu d'argent qui est mis. Bon, ben, on va pousser dans cette direction-là. Puis Martin, moi, je pense que le travail que vous faites, que tu fais, c'est essentiel. Pour terminer, je dirais que je pense que tous les Québécois, en tout cas, beaucoup de ceux que je connaisse, disent que notre système de santé là, vient de démontrer ses grandes faiblesses, ses grandes limites. Et comme le dit le premier ministre, peut-être qu'on est à une étape de refondation de notre système de santé. Et je pense que là, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur nos insuffisances, peut-être en termes de budget, mais assurément en termes de reconnaissance de l'importance de l'enjeu, ben, dans cette refondation-là, ce sera l'occasion de faire des choses différemment puis de mettre en place des mécanismes, des outils différents. Donc, moi, ce que je nous dis, c'est continuons d'en parler, mais préparons-nous peut-être avec des études, des analyses, peut-être de la comparaison avec ce qui se fait ailleurs, mais il y a un grand débat de société qui s'en vient. Et si on est capable de bien proposer des choses, peut-être qu'on aura un bien meilleur système pour la santé mentale pour accompagner toute la société dans 2 ans ou peut-être même dans 1 an. Alors, je vous remercie beaucoup. Je l'ai trouvé très intéressant et très généreux. Et je remercie à tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est quelque chose que, je l'ai dit hier, la trajectoire est aussi importante que l'initiative au départ. Le fait qu'à chaque année, on est de plus en plus conscient et on en reparle et on approfondit et on met le doigt sur des enjeux, à mon avis, on progresse. Peut-être pas assez vite, on n'est peut-être pas rendu, mais on progresse. Alors, je vous remercie beaucoup. Oui, Daniel, vas-y, vas-y. J'avais une seule minute. Je sais que beaucoup de gens travaillent de la maison, mais je sais aussi qu'il y a des entreprises qui sont dans les manufacturiers, la production, sont sur place parce qu'ils doivent produire. Mais il y a un secret de leur bonheur, puisque j'en rencontre beaucoup. Pour ceux que ça intéresse, les entrepreneurs, il y a de l'aide, il y a de l'accompagnement, il y a de l'argent. Mais recrutez donc une personne avec un handicap, visible ou pas. Si vous saviez comment ça change la joie de vivre au sein d'une entreprise, on ramène les choses à leur plus simple expression et la productivité de ces entreprises a doublé. Donc, c'est juste une suggestion que je fais à ceux qui m'entendent. Merci, Daniel. C'est la meilleure façon de conclure cet échange. Bonne journée à tout le monde. À bientôt. Merci. Merci.